Bonjour, bienvenue à Discours Animal. Aujourd'hui, on invite une professionnelle dans le comportement des perroquets, donc Joanne. Peux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours brièvement de d'où t'es partie puis ton cheminement en comportement? Oui, je vais le faire très, très, très brièvement. Très brièvement. Parce que sinon, on est ici jusqu'à demain. Ça a commencé, j'avais un furet. J'allais dans un hôpital d'animaux exotiques pour mon furet. Puis, il y avait un perroquet qui était là, dans une cage, là, dans la salle d'attente. Puis, tout le monde disait « touchez-y pas, touchez-y pas, touchez-y pas ». Puis moi, je suis arrivée, puis j'ai pas vu la pancarte « ne pas toucher le perroquet ». Puis là, j'ai fait « oh, le beau perroquet, innocente comme je suis ». J'ai ouvert la porte de la cage, puis j'ai pris le perroquet, puis je l'ai caressé. Quand la vétérinaire et les techniciennes sont arrivés, ils ont fait comme « ah », parce que c'était un perroquet qui mordait. Ça a commencé comme ça. Là, ils m'ont offert un travail pour travailler avec les perroquets, parce que ça prenait quelqu'un qui n'a pas peur des animaux. Mais j'ai peur, même pas des serpents, là. Fait que j'ai peur de rien. Puis là, j'ai travaillé là. Puis tout le temps que j'étais là, il y avait des gens qui voulaient faire euthanasier leur perroquet ou abandonner leur perroquet. C'était tout le temps parce qu'ils crient et surtout parce qu'ils mordent. Puis là, je me disais, c'est quoi cet animal-là? Je connaissais pas ça. C'est quoi cet animal-là qui mord la personne qui les nourrit, qui en prend soin? C'était comme un peu inimaginable. Fait, à ce moment-là, j'ai commencé à dire, les gens qui voulaient faire euthanasier leur perroquet, est-ce que vous me le donnez, madame? Je vais faire quelque chose, moi, avec votre perroquet. Ça a commencé comme ça. Là, j'ai emmené 1 perroquet, 2 perroquets, 3 perroquets. Et je me suis faite mordre. Je suis la personne qui s'est le plus faite mordre au monde que je connais. Je me suis fait beaucoup mordre pour essayer de comprendre. Mais quand moi, j'ai commencé il y a 40 ans, il n'y en avait pas d'informations sur les perroquets. Internet n'existait pas. Je sais que pour vous autres, c'est un peu inconcevable de vivre sans Internet, mais ça n'existait pas. Et les seules informations, les livres, c'était des livres d'éleveurs. C'était vraiment comme pas intéressant si on n'était pas un éleveur. Fait que je me suis mis à travailler puis à prendre des oiseaux. Puis là, ça s'est su. Le Radio-Canada est venu faire une émission chez nous. Oh, wow, quand même! Ça, oui, là, j'étais toujours à la télévision parce que j'étais le seul refuge pour perroquets. Après ça, là, j'ai parti une association avec d'autres filles qui s'appelait l'Association québécoise des amateurs de perroquets. On a commencé à regrouper des gens qui avaient des perroquets puis qui avaient des problèmes de perroquets puis de discuter avec eux. Moi, ça m'a permis d'étudier beaucoup c'était quoi les problèmes de perroquets. Avec le refuge, parce que là, ça s'est su, là, la SPCA, tout le monde m'envoyait leurs perroquets. Là. À un moment donné, c'était dans une maison privée, j'avais 150 perroquets. Tous avec des problèmes de comportement. Ils mordent, ils crient, ils se mutilent, ils s'arrachent les plumes. Puis moi, je m'arrachais les cheveux de la tête parce que c'était pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qui va pas avec ces animaux-là? Puis là, je me suis mis à chercher un peu plus. J'ai rencontré beaucoup d'éthologistes, de biologistes qui connaissaient pas les perroquets, mais qui m'ont mis sur la piste. C'est un animal proie, c'est pas un prédateur. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait de mal avec un animal proie? C'est quoi cet animal-là? Là, j'ai commencé à chercher dans les livres pour voir comment il vivait en nature, parce que sinon, j'avais aucune information. Puis en nature, ben, c'est justement, qu'est-ce que c'est un perroquet? Ben, c'est un animal qui n'est pas un animal domestique. Il n'y a pas eu 10 000 générations successives là, de cohabitation avec l'humain qui aurait pu être domestiqué. Fait que ce qu'on a encore aujourd'hui, c'est un animal sauvage, okay, qui est identique à ses congénères dans la nature. Donc, j'ai été chercher des informations sur comment ils vivaient dans la nature, puisque c'est des animaux sauvages. Je me suis rendu compte que c'était des animaux grégaires, très, très, très grégaires, qui peuvent vivre soit en très, très gros groupes de leur propre espèce ou en petits groupes, mais en association avec d'autres espèces. On va dire les Amazones vont vivre dans la même région que les conures, que les haras, et ils finissent, toutes ces espèces-là, par former un très gros groupe qui est finalement la protection contre les prédateurs. Hein, les sentinelles, quand ils crient parce qu'ils ont vu un prédateur, ils avisent tous les oiseaux. Puis, il y a des espèces qui sont monospécifiques, comme le très populaire gris d'Afrique. Ça ne vit qu'une seule espèce ensemble.
c'est-à-dire tous les membres du groupe, c'est la même espèce, mais ils forment des groupes de centaines d'oiseaux, des énormes groupes. Donc, c'est très, très, très grégaire. Là, j'ai commencé à comprendre, une petite seconde, j'ai commencé à comprendre qu'un oiseau tout seul dans une cage, Malheureux. un animal aussi grégaire que ça. Est-ce que je peux continuer ou t'as une question? OK. En plus de ça, je me suis rendu compte, comme ça, là, ça m'a flashé, c'est un animal proie. C'est pas un animal prédateur. Les animaux proies, ils ont les yeux sur le côté de la tête. Les prédateurs, ils ont les yeux en avant. Donc, on prend un animal proie qui est censé vivre sous la protection de sa bande d'oiseaux dans un territoire immense. On le prend, on le met dans une cage, tout seul. Puis on part travailler 8 heures par jour. Il est tout seul, c'est une proie, donc pour lui, il peut arriver du danger et il n'est pas en mesure d'assurer sa sécurité. Pas pantoute, là. Il est pris dans cette cage-là. Fait que c'est sûr qu'un tel animal ne peut pas être bien dans ces conditions-là. Et le pire, c'est qu'en ce moment, et depuis une trentaine d'années, la mode est au perroquet élevé par l'humain. Ils appellent ça EAM, élevé à la main. OK? Parce que ça fait des beaux petits gentils, des gentils petits bébés qui sont tout dociles tout de suite. Ils n'ont pas peur des humains. Mais... Fait que dans le fond, les œufs, on les prend, puis on attend, tu sais, puis après ça, qu'est-ce qu'ils font, les éleveurs qui élèvent à la main? OK. Il y a 2 options. Soit ils vont prendre les œufs seulement après 3-4 semaines, ils les ont laissés aux parents, parce qu'ils disent l'imprégnation est faite. L'imprégnation n'est pas faite à 4 semaines, pas pour un perroquet. C'est pas les oies de Conrad Lorenz, là, qui sont imprégnées à première vue. Ça prend des mois. L'imprégnation dure jusqu'à la période de puberté. Pour vous donner une idée, un gris d'Afrique, c'est 3 ans la puberté, et un hara, c'est 5 ans. Okay? Et il y a les autres, les moins chanceux, qui, eux, les œufs sont retirés carrément aux parents, ils vont naître en couveuse. Et eux auront vraiment aucune idée. Ils n'auront jamais vu un perroquet de leur vie. Il doit y avoir de grosses séquelles de ça quand même. Énorme. La plupart des problèmes de comportement viennent de là. Parce que les perroquets sont ce qu'on appelle des animaux de contact, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de distance interindividuelle définie. Hein, les perroquets, c'est un sur l'autre. Et ils restent très longtemps au nid. On va prendre le plus populaire des perroquets, le gris d'Afrique. Il reste avec ses parents entre 10 et 12 mois en nature, dépendant de ses parents. Okay? En captivité, ils font le sevrage à 3 mois. Ouf! Pouvez-vous imaginer le sentiment d'insécurité de cet oiseau-là? Il vient de naître, on lui a enlevé ses parents, déjà c'est insécurisant, et on va le sevrer le plus rapidement possible. Il ne faut pas que ça dure, là. Hein? Il faut que ça roule, là. C'est une manufacture, cette affaire-là. Fait ils vont sortir l'oiseau le plus rapidement possible. Puis encore là, avant, c'était pire parce que ils faisaient finir le sevrage par les adoptants qui connaissaient rien à ça, naturellement. Déjà que les éleveurs en connaissent pas beaucoup, les adoptants en connaissaient encore moins. Ça faisait des oiseaux terriblement perturbés. Puis les éleveurs, ce qu'ils disaient aux gens, c'est si vous le nourrissez vous-même, votre petit bébé, il va vous aimer plus. Qui veut pas se faire aimer plus de son petit oiseau? Hein? Fait que les gens prenaient une demi-heure, l'éleveur expliquait comment on nourrit, et c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait, puis il partait avec ça. Ce que l'éleveur disait pas, c'est que on connaît tous l'expression « l'oiseau quitte son nid ». S'il est nourri par maman, il peut pas rester avec maman toute sa vie. Il peut juste pas. Fait que quand l'oiseau arrive à sa période de puberté, hein, c'est le stade d'affirmation, où est-ce que les contacts sociaux sont beaucoup plus importants que la famille pour les oiseaux, c'est pareil pour les humains, remarque. Là, oui. À ce moment-là, le petit oiseau, il n'en veut plus de sa mère.
Il veut plus qu'elle s'occupe de lui. Lui, il veut s'en aller. Il veut trouver d'autres comme lui. Mais il est imprégné à l'humain. Donc, il veut d'autres humains. Fait qu'il va se mettre à flirter avec tout le monde qui va venir dans la maison, qui vont devenir comme des partenaires sexuels éventuels. Parce qu'avant de se mettre en couple, il faut qu'il fasse ses expériences quand même, là. Fait qu'il faut un petit peu de flirt. De flirt d'ado. Puis jusqu'à temps qu'il se trouve un partenaire. L'autre affaire qu'il y a, c'est que les perroquets se choisissent mutuellement. C'est pas le mâle qui choisit la femelle ou la femelle qui choisit le mâle. Il faut que les deux se plaisent. Donc, il y a une grande cour qui se fait que les gens ne comprennent pas, parce que l'oiseau fait la cour à ses humains. C'est de lisser les cheveux, c'est de nourrir, c'est d'apporter des cadeaux. C'est plein de choses. Puis, des approches, comment je dirais, de séduction sexuelle. OK? Il va essayer de se frotter sur l'épaule de la personne, se frotter sur sa main, de se masturber, parce qu'il voit bien physiquement, là, c'est pas fait pareil. Puis là, les gens, ben, ils disent, il faut pas les laisser faire. L'oiseau, là, il est en amour, on va dire, avec la madame, là. Il a décidé que c'était sa partenaire sexuelle. Il régurgite parce qu'il peut pas aller, lui, chez Burks, aller acheter une bague de diamants, là. Hein? Fait que tout ce qu'il peut lui donner, c'est de régurgiter de la nourriture pour la nourrir. Comme la madame a dédain de ce qui sort du bec de l'oiseau, et partout sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on entend, c'est « ne le laissez pas faire ». Une minute, là. C'est quoi ce monde-là? On prend un animal, on l'imprègne à l'humain, mais dès qu'il y a des comportements sexuels, on dit non, 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 faut pas. Mais des comportements qui sont naturels, là, je veux dire. Tout à fait. Tout à fait. Moi, ce que j'explique à mes clients, c'est, regarde, il va sur votre main, laissez-le faire. Ça va durer 5 minutes, puis c'est tout. Lui, il va arriver au bout de son plaisir, il va, ah! Puis il va être de bonne humeur pour tout le reste de la journée. Ça prend 5 minutes, même pas. Mais de l'interdire, ça n'existe pas, ça, dans la nature. Un conjoint qui dit non à son amoureux. Puis en plus de ça, que ce conjoint-là le trompe. Il y a généralement un mari, il y a généralement des enfants, des amis, tout ça. Quand la personne est avec son mari, puis que l'oiseau est dans la cage, mais lui, il regarde la madame, il dit « Hey, c'est ma femme. Qu'est-ce qu'il fait, lui, à flirter? » Là, tout d'un coup, les gens m'appellent. Mon mari se fait attaquer par mon oiseau. Ben, qu'un qui se fait attaquer. Dans la nature, là, s'il y a un couple qui est formé, le mâle et la femelle vont se protéger mutuellement. S'il y a un autre mâle qui arrive pour flirter la femelle, qu'est-ce que vous pensez que le mâle, il va faire? Il va le chasser. Hein, un grand coup de bec, puis peut-être même de se battre avec. Mais normalement, dans la nature, le challenger, il va lâcher. Mm-hmm. Mais en captivité, il lâche pas. Mm-hmm. Le motasus de mari, il revient à tous les soirs à la maison. Puis il va se recoller sur sa femme à tous les soirs. Ça, c'est un grave problème dans un couple. Mais ça doit être très frustrant pour l'animal, puis beaucoup d'incompréhension en dedans de lui, il se passe des grosses émotions, puis, ben voyons donc, ça se passe de même, c'est pas censé. J'imagine qu'il y a comme tout le temps de la frustration en dedans de lui. Qu'est-ce que ça fait, une accumulation de frustration? Ben, ça sort en agression. Et voilà. Ça fait qu'à un moment donné, l'oiseau en peut plus. Okay? Parce que lui, il est en couple avec la madame. Mais la madame, elle n'y a pas dit non, qu'elle voulait pas être en couple avec lui. Elle a dit oui. Dans la nature, ou même dans le monde des perroquets, j'en ai eu plusieurs, là, s'il y a un mâle qui décide d'aller courtiser une femelle, puis qu'elle, elle veut pas, elle l'aime pas, celle-là, elle va y faire comprendre. Hein? Elle va s'éloigner de lui, elle va l'ignorer totalement. Si le mâle est trop insistant, elle va lui donner des coups de bec. Tu sais, je veux pas, je veux pas. Mm-hmm. C'est clair. Ça, c'est clair pour un oiseau. OK, elle veut pas, je vais aller voir ailleurs. C'est tout. Dans la maison, avec le monsieur puis la madame qui sont en couple, ça marche pas de même. La madame
toute l'année, elle dit oui à son oiseau, en ayant des comportements de tendresse avec lui, en le caressant, en le nourrissant, en jouant avec lui, en lui donnant beaucoup d'attention. Mais quand arrive le sexe, ah non, 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 ça, je veux pas. Les humains, là, je sais pas si je peux dire ça en nom, vous le couperez. Oui, c'est bon. C'est ça que c'est. C'est rien que ça. OK? Toute l'année, on dit à l'oiseau que oui, on est son partenaire, oui, on le caresse, oui, on lui permet de passer la soirée sur notre épaule. Mais quand lui arrive en période hormonale, là, 2 fois par année, à l'automne et au printemps, ah ben là, c'est non. Ah, c'est un cochon. Comme si les oiseaux pouvaient être cochons. C'est un pervers. Voyons donc. Lâche la Bible, là. Tu sais, c'est comme... C'est totalement ridicule. Fait que là, l'oiseau ne comprend pas pourquoi son partenaire qui veut toute l'année ne veut pas à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'elle flirte avec un autre? L'autre, il a beau le mordre, il a beau l'attaquer, il part pas. Comment il peut survivre à ça, lui? Mm-hmm. Il étouffe. La meilleure solution, ce serait d'acheter les oiseaux par paire. 2. Pas un frère, une sœur, là. Non, non, oui. Hein? Si on veut avoir un haras, on prend 2 haras. De toute façon, ça prend un grand espace pour avoir un haras. Fait que 2 haras, 2 Amazones, 2 gris d'Afrique. Il va y avoir à ce moment-là ce qu'on peut appeler un développement de double imprégnation. Oui, il va rester imprégné à l'humain, ça c'est sûr, mais il va peut-être avoir un partenaire sexuel. Mais s'ils s'aiment pas, s'ils choisissent pas, ça arrive-tu, ça? Ou arrive. Parce qu'ils n'ont pas le choix, ils vont faire comme ça? Oui, c'est rare qu'ils se détestent, mais ça peut arriver. Quand ils se détestent, c'est toujours par rapport à l'humain. OK. Ils sont jaloux. T'sais, ils veulent... Il y a plus d'attention. Ils ont peur de perdre l'avantage qu'il y avait d'être oiseau unique avec l'humain. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, c'est à l'humain d'agir en conséquence. Quand on a 2 oiseaux, pour éviter la jalousie, parce que ça peut être jaloux, un perroquet, ben à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des activités à 3. Tout simplement. On va manger à la table, on y va à 3. On fait tel jeu, on y va à 3. On écoute la télé le soir, un perroquet sur chaque épaule. Pour faire en sorte que celui qui était là avant ne se sente pas menacé, qu'il ne perde rien par rapport à l'autre. C'est juste qu'il va avoir un partenaire, un compagnon pour partager les activités qui vont se passer dans la maison. Le mari, la solution, c'est de développer une autre relation. Les relations sociales du perroquet, ça ressemble pas mal aux relations sociales humaines. OK? Il y a la relation sociale entre les partenaires, les amoureux. OK? Ensuite de ça, ils ont leur bébé. Ça, c'est du monde qui sont importants. Comme vous avec votre famille, vos parents, vos frères, vos sœurs, c'est important tout ça. Ensuite de ça, il y a les meilleurs amis. On ne peut pas vivre en société si on n'a pas une couple d'amis et un préféré ou un couple d'amis préférés. Ensuite de ça, il y a les amis ordinaires. Admettons que vous êtes meilleurs amis, mais vous avez d'autres amis aussi qui sont peut-être moins importantes, mais avec qui vous aimez être, puis avec lesquels vous partagez des activités. Ensuite de ça, il y a les voisins. Les voisins, c'est comme un mal nécessaire. Ils sont là, il faut vivre avec, ils font partie du troupeau. OK. Et ensuite de ça, il y a les villageois. Ça, c'est le monde qui vit dans la ville. On sait qu'il existe, on ne les connaît pas. Mais c'est un mal nécessaire. OK? Plus on est nombreux, plus on peut se protéger, plus on va s'aider pour produire de la nourriture et des trucs comme ça. Donc, chez les oiseaux, c'est exactement pareil. À partir du moment où il y a la relation du meilleur ami, il y a le conjoint qui est super important, puis après ça, il y a le meilleur ami. Bien là, moi, je travaille avec les conjoints mal aimés du perroquet à faire en sorte qu'ils deviennent les meilleurs amis du perroquet, en essayant, devant l'oiseau, d'éviter tous les gestes de tendresse avec madame, on va dire. Okay? Le plus possible, ou prendre l'oiseau et le mettre entre les deux. Faire le meilleur ami, là... Bon, OK, attends, je fais ça. Mm-hmm. Avec l'amoureux, l'oiseau apprend rien. Il a toujours les yeux dans la graisse de bine, il est toujours en amour, il est toujours en train de... Les perroquets, entre eux,
et avec les humains font très attention à leur couple. Toute l'année. Hein, c'est des petites attentions, que je te nettoie les plumes. Regarde, j'ai mangé ça, je vais te régurgiter ça, c'était très, très bon. Il emporte des cadeaux. Bon, ça, c'est une relation. Il y a du monde qui aime ça. Moi, ça me tape ses nerfs. Moi, j'aimerais mieux être meilleur ami partout, là. Le meilleur ami, c'est celui qui enseigne les choses au perroquet. C'est lui qui joue avec le perroquet. Le meilleur ami, c'est lui qui peut apprendre à parler au perroquet. La personne choisie peut pas enseigner grand-chose au perroquet. J'ai beau essayer d'y enseigner n'importe quoi. S'il me regarde comme ça tout le temps, là, c'est difficile. Mais quand on est le meilleur ami, ben là, bon, l'amoureux est parti, OK, on s'en va faire ça, là, on va jouer à ça, on va jouer à ça. C'est surtout les meilleurs amis qui peuvent apprendre le rappel, les affaires le fun avec un perroquet, le faire voler, lui enseigner des nouvelles nourritures. Mais les perroquets, qu'est-ce que c'est un perroquet? C'est un animal proie. C'est quoi un animal proie? C'est un animal méfiant. Mm-hmm. Fait que si dans sa petite première période où il était bébé, il n'a pas appris à manger autre chose que de la moulée, des extrudés, là, ben, quand il va arriver dans la nouvelle maison, si la madame, elle essaye d'y offrir une banane, c'est pas de la nourriture, pour lui, il ne connaît pas ça. Ça, c'est un problème avec les éleveurs. Ils font des bébés, mais ils leur montrent rien. Zéro socialisation quand ils partent de chez eux. C'est important que les gens, quand ils adoptent un perroquet, qu'ils soient jeunes ou plus vieux, parce que moi, au refuge, c'était des plus vieux que j'avais, de leur montrer à ne plus craindre tout ce qu'ils voient. Ils vont craindre ce qu'ils connaissent pas, mais ils sont pas pires que nous là-dessus. Moi aussi, j'ai tendance à craindre ce que je connais pas. Puis j'ai un petit chien, un épagnol papillon, puis quand c'est quelque chose qu'elle connaît pas, elle est peureuse en titi, là. Donc, un perroquet qui a déjà une tendance naturelle à être craintif, c'est une proie, mais, par contre, c'est la socialisation, c'est nous, ça. C'est nous qu'on les élève. C'est à nous à leur montrer à ne pas craindre des choses. Il faut pas le surprotéger. Il faut l'inviter à vivre des expériences. Et le comportement exploratoire des perroquets, c'est inné et ça dure toute la vie. Ça n'arrête pas à un moment donné parce qu'il est vieux, là. Fait qu'il faut l'encourager dans ses explorations, le guider pour pas qu'il nous démolisse la maison. Vous me ferez penser, je vais revenir là-dessus tantôt, comment on peut guider un perroquet à pas tout démolir dans une maison. Parce que les gens les laissent pas libres, disent « Ah non, il va manger mes meubles. » Mais non, non. Si vous lui montrez dans sa socialisation, dans son éducation, à ne pas manger les meubles, ben, il ne mangera pas. Je suis capable de le faire avec mon chien. Mm-hmm. Puis les perroquets sont censés être 100 fois plus intelligents. C'est ça. Mm-hmm. Qu'est-ce que je disais donc? La socialisation, à leur montrer à pas avoir peur de tout. À pas avoir peur de tout, à oser explorer des choses. Il y a des oiseaux qui arrivaient à mon refuge, qui n'avaient jamais mangé autre chose que des extrudés, qui n'avaient jamais pris une douche de leur vie. C'est un perroquet, là. Ouais. C'est à tous les jours qu'il faut doucher ça. C'est pas quand ça nous tente, puis quand... non. Surtout les perroquets poudreux, là, les gris d'Afrique, les cacatoès et les calopsites, ils font de la poudre sur eux pour protéger leur plumage, mais si on les lave pas, ça s'encroute, ça. Les oiseaux dans la nature sont propres. Ils vont se laver, que ce soit avec la pluie, que ce soit avec les plus petites espèces qui vont se rouler dans la rosée le matin pour se nettoyer, ben en captivité. À moins d'un perroquet bien intelligent qui est capable d'ouvrir la douche puis de la partir, il ira pas tout seul. Mais un perroquet qui n'a jamais pris de douche, il va avoir peur la première fois. Ben oui. Puis là, les gens me disent « Ah ben, moi, je le douche pas, mon perroquet, il aime pas ça. » C'est pas qu'il aime pas ça, madame, c'est qu'il a eu peur. Il y a une manière de présenter des choses. Comment on prend un bain, comment on prend une douche. Puis il y a tellement de façons de le faire que je vous expliquerai pas ici, parce que... Mais... L'oiseau, il y a une façon qu'il va aimer dans l'eau. C'est à nous à le trouver. C'est à nous à lui montrer que de manger tel aliment, c'est pas dangereux. Si on en mange, là, si on en a dans notre assiette, qu'on en mange devant lui, déjà, il va être moins craintif. Hein? Tu sais, il va dire, il va nous regarder manger, là, puis il va attendre. Ah, elle meurt pas. Elle meurt pas. Ah. Si on rajoute « c'est bon », puis qu'on en reprend, là, il va faire « Ah, ouais,
Elle a l'air à aimer ça. Si on a un chien, on en donne au chien. Le chien, il mange n'importe quoi. On donne au chien. Ah, le chien mange ça aussi. Ah, on donne au mari, on donne aux enfants. Bon, à un moment donné, il va arriver à la conclusion que tout le monde en mange, tout le monde a aimé ça, donc ça doit être pas pire. Puis il va l'essayer. Il y a des oiseaux que ça va être la première fois, puis il y a des oiseaux que ça peut prendre 1 mois en le faisant à tous les jours, dépendant de leur propre degré de traumatisme qu'ils ont eu de la petite enfance, de leur première période. Puis c'est comme ça pour tout. Les gens vont prendre les oiseaux, ils les mettent dans les cages, ils achètent des belles cages à l'animalerie, invention du diable, s'il y en est une, la cage, autant pour les perroquets que les chiens, puis On met pas les animaux en cage, on les aime, pourquoi les mettre en prison? Par contre, ça demande plus de travail. OK, quand les gens disent « Ah, c'est beaucoup d'ouvrage faire ça. » Vous avez un chien, madame. Il était propre tout de suite quand il est arrivé. Puis tout de suite quand il est arrivé, il a compris qu'il fallait pas qu'il mange vos pantoufles, pas manger le sofa. Vous avez pris le temps de l'éduquer, votre chien. Mais c'est basic ce qu'il y a à comprendre. Tu manges tes jouets, tu manges pas les autres, tu vas faire pipi caca dehors. En gros, un chien, c'est ça. Un perroquet, c'est différent, ça vole. Un perroquet, je peux lui dire « Non, tu manges pas qu'est-ce qu'il y a au sol. » Il va faire comme « OK ». Mais il n'y a pas de règle pour ce qui est au-dessus de la bibliothèque. Ça va partout, un perroquet. Fait que ça peut faire énormément de dommages dans une maison. Mais ça, c'est pas de sa faute, c'est sa nature à lui. Hein? Dans la forêt, il n'y a pas un arbre que personne n'a le droit de toucher parce que c'est l'arbre de tel oiseau ou de la girafe. Là. C'est... Fait que c'est quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. Ils sont grégaires, les perroquets, mais il y a 0 hiérarchie. 0 dominance. Même pas la dominance des parents sur les bébés. 0. Ça n'existe pas dans leur monde. Hein? Une maman chien, avec son chiot qui est turbulent, va le prendre par le cou et elle va le disputer. Ça n'existe pas, ça, chez les perroquets. Les perroquets élèvent leurs enfants en les incitant à faire des choses, en les encourageant à faire des choses. Ça sert à rien de punir un perroquet, il ne comprend pas. La notion même de punition, il ne la comprend pas. La notion même de « t'as fait un péché », il ne comprend pas ça. « T'as mal agi », il ne comprend pas. C'est quoi mal agir? Ça n'existe pas dans le monde des perroquets. Donc, il faut les inciter à bien agir. On les incite avec beaucoup de bienveillance et en leur prouvant, là, noir sur blanc, que si tu choisis ce chemin-là plutôt que celui-là, tu vas voir que lui est pas mal plus payant que l'autre. Si tu vas là, tu vas être récompensé. Si tu vas là, je vais tourner la tête, je ne te regarderai plus, je vais t'ignorer complètement. Ça, c'est la pire chose à faire un perroquet. L'ignorer. Ça ne sert à rien de crier, vous n'aurez jamais le dessus, il va crier plus fort que vous. Ça, c'est certain. Si vous criez après le perroquet, il va apprendre à crier. Vous êtes son éducateur. Fait qu'il va dire « Ah, c'est cool, elle crie avec moi, mais jamais il va voir que vous êtes fâché. » C'est sûr que si on est violent avec, parce qu'il y a des gens qui perdent patience avec les perroquets, là, quand ça se met à crier, des fois, là, ça peut être dur sur les nerfs quand on ne sait pas comment l'arrêter. Il y a des gens qui sont violents. L'oiseau ne reconnaîtra jamais qu'il a fait quelque chose de mal, même s'il a mordu. Faites-moi penser à revenir sans morsure. Oui. Même s'il a mordu, il ne sait pas qu'il a fait quelque chose de mal, parce que les 3/4 du temps, c'est l'humain qui a enseigné à communiquer comme ça. Fait que s'il se fait disputer, mettre dans la cage parce qu'il a mordu, lui, tout ce qu'il va retenir, c'est que, bon, elle file pas encore, elle m'a mis dans la cage. J'ai pourtant rien fait. Qu'est-ce que je fais là? Puis là, ben, comme il comprend pas pourquoi il est parti dans la cage, il va faire quoi, vous pensez? Il va hurler sa vie. C'est ça qu'il va faire. Fait que là, ça finit qu'on met des étiquettes sur les perroquets. Il mord, c'est un méchant perroquet. Puis il hurle, c'est un méchant perroquet. Comment on enseigne à mordre un perroquet? En le faisant mordre? Voilà, c'est ça. On va dire qu'il y a un perroquet en avant de moi. Là, essayez d'imaginer un perroquet. Là, j'aurais bien aimé emmener Poker pour ça, mais bon, il y avait de la place en masse pour Poker. Mais imaginez que j'ai un perroquet.
Puis là, je lis dans un livre où quelqu'un sur Facebook dit il faut lui enseigner à monter sur votre main. C'est vrai qu'il faut lui enseigner ça. Il y a des manières de le faire. Fait que là, on fait hop, hop, hop. Puis le perroquet, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il prend notre doigt puis il le pousse. Il veut pas. Il veut pas embarquer. Ou on y fait hop, il tourne le dos. Ça, c'est toutes des manières polies du perroquet de dire « je ne veux pas faire ça ». Il n'y a pas de hiérarchie. Pourquoi il écouterait la personne? C'est égal, là. Quand il est rendu adolescent, ils sont à égalité. À un moment donné, elle va se mettre à y pousser dans les pattes. T'sais, hop, hop, comme on voit souvent. Là, le perroquet commence à se tanner. Là. Ça fait bien des fois qu'il dit qu'il veut pas. Il va s'éloigner un petit peu sur la perche, elle va aller le rejoindre, puis elle va y faire hop. Il va faire comme, là, je suis tanné. Crac! Là, la madame, elle va enlever sa main. Là, elle va faire « Ah, méchant! » Puis là, elle va partir à pleurer, voir son mari, ou si elle saigne, elle va aller se nettoyer. Mais le perroquet, lui, il fait comme « Oh, c'était comme ça qu'il fallait que je dise, pour qu'elle comprenne. J'ai tout essayé, les méthodes normales, pour lui dire que je ne voulais pas faire ça. » C'était ça, la méthode. On n'a pas besoin de 50 répétitions avec un perroquet pour qu'il comprenne un concept, hein? C'est pas un idiot. Avec la prochaine fois, qu'est-ce qu'il va faire en premier, c'est sûr. C'est ça. La prochaine fois qu'elle va y faire hop, hop, s'il veut pas, l'option, ça va être de mordre. Mais là, c'est qu'il va généraliser ça pour plein de choses. Quand c'est de la nourriture qu'il veut pas, hein, s'il demande une cacahuète puis que je lui donne une amande, ben là, il est pas content. Il veut dire que non, il veut pas de cacahuète. Mais comment il a après à dire non? Ah, c'est en mordant, c'est ça. Il va mordre. Ça veut juste dire, je veux pas une cacahuète. Puis là, après ça, les gens m'appellent, mon oiseau, il a un problème de comportement. Il mord pour tout puis rien. Moi, quand quelqu'un me dit ça, je dis, madame, il fallait pas y enseigner ça. Vous avez pris un comportement de défense qu'un perroquet n'utilise pratiquement jamais. Puis vous y avez enseigné que c'était un comportement de communication. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Vous êtes l'éducateur. Mais ça se rattrape-tu, ça, même, après, mettons, des années qu'il mord, là? Oui. Mordre puis crier, c'est les affaires les plus faciles à faire disparaître en consultation, dépendant du client, naturellement. Ça dépend jamais de l'oiseau. Les oiseaux, là, on change de direction. Nous-mêmes, l'humain change de comportement, l'oiseau va changer. C'est automatique. C'est de faire changer à l'humain. Nous, pas ça, les humains, se faire dire, c'est votre faute, c'est votre perroquet vous mord. Hein? La madame qui se plaint que son perroquet, il crie. À tous les soirs, à tous les matins, elle part travailler, met son perroquet dans la cage. Le soir, elle revient. Elle est fatiguée, elle veut rien savoir. Elle passe devant le perroquet, elle va dans la cuisine, elle se fait un café ou elle prépare son souper. Puis une fois qu'elle a tout fini ça, là, elle va chercher son perroquet. Elle a vu du monde toute la journée à son travail. Elle s'est changé d'idée. Elle a mis son perroquet dans la cage. Et qu'est-ce qu'a fait son perroquet toute la journée? Il l'a attendu. Il l'a attendu avec ferveur. Ah, quand elle va arriver, on va faire ça, puis elle va me sortir. Puis il essaye de se remonter en se disant, bon, ça va être le fun quand elle va arriver. Mais elle arrive, elle ne le regarde pas. Fait que la première fois qu'elle va faire ça, l'oiseau, il va y faire « Allô, coucou! Allô, allô! » Puis là, il va faire tout son fin, puis là, madame est fatiguée, elle ne veut rien savoir, elle s'en va dans la cuisine. Le lendemain, il va encore y faire des « Allô, coucou, comment ça va? » Puis c'est une petite affaire cute que les perroquets disent, ça. Au bout d'un certain temps, il va bien se rendre compte qu'il n'est pas fou, hein? Le perroquet, il ne va pas répéter 50 fois la même chose si ça ne donne rien. Fait qu'il va se rendre compte que les « Allô, coucou », ça ne marche pas. Il va lever le ton. « Hey! Allô! Allô! » Puis là, il va se mettre à crier fort. « Allô! 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 » Puis là, la madame, elle va se dire dans sa tête, « Ah, il crie. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu sur Facebook, il ne faut pas donner d'attention à un perroquet qui crie. » Elle va continuer. À un autre moment donné, elle va arriver et là, l'oiseau va hurler de toutes ses forces. Parce qu'il veut de l'attention. Il ne sait plus comment demander de l'attention. Lui, tout ce qu'il dit, c'est « Hey, je suis là. Je t'ai attendu toute la journée. Là, je suis là, je suis là. » Mais elle ne l'écoute pas. Elle va faire quoi, cette madame-là? Elle va m'appeler. Mon oiseau crie. Il y a un problème de comportement. Hey, chose. Change ton comportement, madame.
le tien de comportement. C'est pas dur quand tu arrives de travailler, au lieu de passer devant la cage puis pas le regarder, le perroquet, tu dis « Allô, mon pépé, je me suis ennuyée de toi », puis le prendre, au moins le sortir de sa cage. S'il a envie, il va venir vous rejoindre à la cuisine. Hein, il est censé avoir des ailes, cet oiseau-là, en espérant qu'il y en ait. Mais il va être content. Il va sentir qu'il est apprécié. Lui, il s'imagine que la madame, là, quand elle était partie, elle s'est ennuyée de lui autant que lui, il s'est ennuyé d'elle. La déception quand il se rend compte que c'est pas ça. Ben, pauvre petit. Lui, il a attendu, là. Eh Il oui. n'y avait rien d'autre à faire. C'est ça. Fait que ça, c'est comme ça qu'on enseigne à un oiseau à crier. L'autre méthode, c'est l'oiseau est dans une autre pièce, puis là, il entend toute la famille qui font des activités, on va dire, au salon. Puis là, lui, il comprend pas, il est grégaire. Il est supposé être avec le reste de la famille, là. Normalement. La gang. C'est ça. Mais là, il entend que tout le monde s'amuse. Lui, il est dans l'autre pièce, dans sa cage. Il va faire « Hello! Hello! Coucou! » Là, il va dire tout ce qu'il connaît comme mot, puis s'il n'en connaît pas, ben, il va faire des sons doux. Mais personne ne va venir. Personne ne s'en occupe. Il va monter le ton. Personne ne s'en occupe. Jusqu'à temps qu'il se mette encore à hurler comme un malade. Puis là, si la madame, elle se lève, « Oh, mon oiseau hurle », il y a quelqu'un qui va dire « Non, il ne faut pas donner d'attention à un mauvais comportement. » Là, l'oiseau va s'égosiller dans la pièce. Il va s'égosiller. « Non, il ne faut pas donner d'attention à un mauvais comportement. » La madame, elle ira pas. Ça, c'est créer de l'impuissance acquise chez un perroquet. Tu veux-tu nous expliquer c'est quoi de l'impuissance acquise? L'impuissance acquise, c'est quand tu ne sais plus quoi faire, que tu vois pas, tu n'as pas de vision pour changer ta condition. Tu ne peux plus changer ta condition. Tu as beau crier, tu as beau brasser la cage, tu as beau renverser tes bols d'eau pour avoir de l'attention, pour montrer à tout le monde que tu es là. Mais ça marche pas. À un moment donné, tu n'essayes même plus. Tu n'essayes plus de te sauver, tu n'essayes plus de te sortir de ta situation. Puis, des oiseaux en impuissance acquise, il y en a énormément. Les gens sur les réseaux sociaux, ils appellent ça des perroquets sages. C'est pas sage, un perroquet. C'est n'importe quoi, mais pas sage. Un perroquet qu'on prend puis qu'on met sur un perchoir et qui bouge pas de là de la journée, c'est pas un perroquet sage. C'est un perroquet en impuissance acquise. Ça, c'est un vrai trouble de comportement. Mordre, crier, c'est des mauvaises habitudes. L'impuissance acquise, ça, c'est vraiment un vrai trouble mental. Et ça, j'en ai reçu énormément au refuge et j'en vois énormément en consultation. Puis souvent, je vais en consultation pas pour ce perroquet-là. On m'appelle parce qu'il y a un perroquet qui crie, on va dire. Là, je vais à la consultation pour rencontrer le perroquet qui crie, mais il y a l'autre qui est là qui bouge pas. Consultation, c'est 3-4 heures. Pardon, excusez-moi. Ah oui? 4 heures qui est sur son perchoir, qui bouge pas, qui fait rien. Pas normal. On parle d'un perroquet, là. Si j'avais pu emmener Poker aujourd'hui, vous auriez vu que c'est pas tranquille, un perroquet. Ça peut être bien élevé. Elle aurait pas touché au micro, ces affaires-là. Mais elle aurait dansé devant nous autres pour attirer l'attention. Elle aurait fait n'importe quoi pour qu'on lui dise qu'elle est belle, qu'elle est fine, ou qu'on y touche. C'est ça, un perroquet. Il ne peut pas vivre s'il n'y a pas le regard des autres sur lui. Donc, un perroquet qui fait absolument rien, c'est pas normal. C'est pas normal. Fait que là, j'arrive avec le perroquet qui crie de la madame, puis je vois l'autre avec impuissance acquise. Mais tu sais, elle l'a laissé crier en titi, celle-là, là. On fera pas la même erreur avec l'autre. Puis sortir un perroquet d'une impuissance acquise, ça peut prendre 1 an, 2 ans, avant de lui montrer qu'il peut faire des choix, qu'il peut, par lui-même, par ses décisions, améliorer sa situation. Généralement, ça prend l'aide d'un autre perroquet. Tous ceux que j'ai eu au refuge qui étaient comme ça, c'est d'autres perroquets qui sont venus les sortir de là.
en servant de modèle et en s'occupant, j'ai un chat là, et en s'occupant de l'oiseau, d'essayer de le sortir de cette torpeur-là. Tu peux reprendre une autre gorgée, il n'y a pas de trouble. Parce que les autres perroquets, ils voient ça, l'impuissance acquise. Ah oui, Ils remarquent que justement, il n'est pas dans son état normal, là, entre guillemets. Les perroquets vont reconnaître un jeune perroquet à qui il faut enseigner des choses, servir de modèle pour un jeune. Un nouveau perroquet qui arrive, une fois la jalousie passée, là, les perroquets vont s'entraider. Si un perroquet qui reste dans son coin, il y en a un qui va aller devant lui, manger dans le plat en avant de lui pour lui montrer, c'est ici que tu manges. Mais tu sais, ils sont faits pour être ensemble. Fait que, veux pas, ils travaillent en équipe, c'est sûr, en milieu naturel. Fait que j'imagine qu'en maison, ça finit par ça. Et ils travaillent vraiment en équipe. Ils vivent en équipe. Ils se protègent en groupe. Ils font les activités en groupe. Si, dans une maison, il y a un perroquet qui voit quelque chose dehors puis qui s'envole, c'est sûr que les autres partent tout avec. Tu sais, c'est la façon de communiquer. Wow, j'ai vu un danger là-bas, là. Tu sais, le comportement allélo-mimétique qu'on appelle, c'est faire ce que les autres font sans trop savoir pourquoi. Ben ça, ils l'ont très, très fort. Mais pas que eux, les humains aussi. On l'a. Hein? Placez-vous au coin d'un arrêt d'autobus, puis regardez dans les airs. Regardez les gens qui arrivent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous regarder comme ça. Ils ne savent pas qu'est-ce que vous regardez. Mais ils le font parce que vous le faites. Bien, les perroquets, c'est la même chose. Un perroquet crie, peu importe la raison, même si c'est juste parce qu'il est de bonne humeur, c'est sûr qu'il va avoir un cœur de perroquet, là. Là, ils vont tous se mettre à crier ensemble. Ça ne dure pas longtemps. Mais ils ont besoin de le faire. Ils ont besoin de savoir où est tout le monde. Donc, dans la nature, c'est pas pour rien qu'ils ont des grosses voix comme ça, là. On crie fort. Dans la nature ou ceux qui vivent dans les forêts, au travers des arbres, ils se voient pas, les perroquets. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Les perroquets vont s'appeler par leur nom. Les perroquets sont baptisés à la naissance par leurs parents. Pas baptisés religieux, mais ils sont nommés. Puis ils gardent leur nom. Puis les autres perroquets l'appellent par leur nom. Fait que si Roger se met en couple avec Agathe, puis que Agathe part avec son amie de fille pour aller manger, bien là, Roger, il va crier « Agathe! » Puis là, Agathe, elle va dire « Ouais, je suis là, Roger, je suis à l'arbre, à telle place. » Bon, OK? Elle va y donner les informations. Mais lui, il va parler que à Agathe dans sa communication. Puis ils se comprennent, je veux dire. Ouais. Il sait que c'est à moi. Agathe, là, c'est Roger qui me parle. Oui, on fera, si vous avez le temps, un podcast juste sur la communication des perroquets. C'est fascinant. Ah oui. C'est ça, comme ils ont leur nom, ils ont leur propre langage. Il y a le langage du couple, qui est le langage seulement de ce couple-là, qui n'est pas le langage des autres membres du groupe. Il y a le langage du couple. Ensuite, il y a le langage de la famille. Okay? Le couple et les bébés. Première, deuxième, troisième génération, ils ont toutes la même forme de langage. Et il y a le langage du groupe social. Centaines de perroquets ou vingtaines mis avec d'autres, ils ont tous le même langage. Donc, si maman veut s'adresser à ses bébés, elle va prendre le langage de la famille. Si le conjoint veut s'adresser à sa conjointe, il va prendre le langage de couple. Mais s'il veut donner un avertissement à tout le groupe, là, il va vocaliser le langage du groupe. Ça me parle pas. Wow. Parce que je sors d'un rhume, puis ça assèche vite dans ma gorge. Oui, mais prends ton temps, il n'y a pas de problème. Fait que c'est ça. Wow. C'est la même chose dans nos maisons. Moi, en ce moment, il me reste 6 perroquets de mon refuge. OK? J'ai un cacatoès, j'ai 3 gris d'Afrique, puis 2 Amazones. Ils n'ont pas le même langage. Hein? Ils ne se rejoignent pas. Oui. Cacatoès, c'est pas censé rencontrer un gris d'Afrique. Hein? Cacatoès, c'est en Australie, les gris d'Afrique, c'est en Afrique. Puis les Amazones, c'est en Amérique du Sud. C'est 3 espèces qui ne devraient pas se rencontrer. Est-ce qu'ils peuvent cohabiter quand même? Oui. Ils se créent un langage à eux. C'est ça qui est fascinant.
Ils prennent des bouts de cacatoès, des bouts de gris d'Afrique, des bouts d'Amazon, et ils se forment un langage avec ça, que moi, je comprends absolument pas. Parce que déjà, j'ai de la misère à comprendre quand ils parlent dans leur langage, parce que c'est ça qui est bizarre. Les gris d'Afrique vont parler gris d'Afrique avec les gris d'Afrique. Amazon avec Amazon, cacatoès va être seul. Elle, faut qu'elle s'adapte plus si elle veut communiquer. Mais quand ils parlent ensemble, tu sais, quand je dis parler, là, c'est pas blablabla, c'est un langage corporel. C'est beaucoup du langage corporel. Quand ils sont face à leur interlocuteur, c'est le langage corporel qu'ils vont utiliser. J'avais mis des vidéos à un moment donné sur mon Facebook de langage corporel clair d'un perroquet qui veut pas se battre, d'un perroquet qui quémande quelque chose, d'un perroquet qui veut faire un échange avec d'autres. Non, celui-là, je ne l'ai pas mis parce que j'ai pas réussi à le pogner assez vite, l'échange. Tu sais, c'est je t'échange telle affaire pour telle affaire. T'sais? It's a deal or not. Puis ça, c'est... Les échanges, généralement, c'est les pistaches. Parce que j'en mets peu dans leurs affaires parce qu'il faut qu'ils les trouvent. Mais s'il y en a un qui trouve une pistache qui est convoitée par tout le monde, puis qui veut avoir le jouet ou l'accessoire que l'autre a, il y a une monnaie d'échange. Oh mon Dieu! Une pistache, puis non, les perroquets font rien pour rien. Wow! Mais c'est quand même un niveau à j'ai quelque chose de plus le fun que ce que t'as, tu veux-tu? Tu sais, comme ce qui s'apparente à de la monnaie pour nous, là. C'est ça. On doit nous-mêmes faire ça avec les perroquets. Si le perroquet, il y a quelque chose dans la bouche qu'on veut pas, dans le bec, je sais pas, il est allé sur notre coiffeuse, là, notre maquilleuse, puis il a pris notre rouge à lèvres, notre tube de rouge à lèvres. Là, je veux pas qu'il prenne mon tube de rouge à lèvres, mais il me le donnera pas. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Je vais te le donner. J'attends de voir ce que tu me proposes. C'est ça. Fait qu'il faut offrir quelque chose qui va avoir une plus grande intensité d'évocation pour l'oiseau, là. J'ai ton rouge à lèvres. Je sais, moi, oiseau, que ça a une grande intensité d'évocation. On va faire monter les prix. Fait qu'on peut offrir une cacahuète, c'est non, ça c'est banal, telle affaire, non, c'est banal, jusqu'à ce qu'on arrive à la pistache. Quand je monte la pistache, là où j'allais, tombe sur la table, puis it's a deal. Comme ça qu'on éduque un perroquet. On est toujours... Les perroquets, là, c'est pas des oiseaux obéissants, c'est pas un chien. Un chien, je vais dire, assieds-toi, il va s'asseoir, même s'il sait pas pourquoi. Il va le faire. Perroquet, à qui je dirais la même chose. Hey, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Qu'est-ce que ça me donne à moi de faire ça? Pourquoi est-ce que je ferais quelque chose parce que tu me dis de le faire? N'oubliez pas qu'il n'y a pas de hiérarchie. Et c'est un oiseau qui est imprégné à l'humain. On est la même espèce. Fait, c'est moins compliqué de retirer quelque chose qu'on ne veut pas que l'oiseau touche en lui offrant quelque chose qui est mieux pour lui que de courir après puis de le disputer. Parce que courir après, il peut vous faire courir une journée de temps dans la maison à voler, là. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est sans compter les bouchées qu'il va prendre dans votre rouge à lèvres en plus. Hey, c'est fatigant, ça. Posez-moi une question. C'est ça, dans tes... en fait, quand tu vas rencontrer des familles qui ont des problèmes de comportement, sais-tu tout le temps crier ou mordre ou il y a autre chose qui vient fréquemment? Le premier problème que j'ai en consultation avec à peu près tous les clients, c'est l'ignorance des clients. Oui. Pas les oiseaux. Les oiseaux, ils n'en ont pas de problème. OK? Des problèmes de comportement, c'est des problèmes profonds. Quand l'oiseau est rendu à se mutiler et tout ça. Sinon, c'est c'est une dysfonction de communication. On communique mal. On a mal enseigné à l'oiseau. Fait que c'est l'ignorance des gens et les attentes irréalistes. Oui, parce que je pense qu'on met quand même beaucoup de pression parce qu'on s'attend à ce que ce soit la même éducation qu'on fait avec nos animaux de compagnie depuis des années. Là. Mais le fait que c'est une proie, puis nos chiens, nos chats, c'est des prédateurs, ça s'éduque pas de la même façon, ça vit pas de la même façon, ça voit pas le monde de la même façon.
Ils voient tellement pas le monde de la même façon que les oiseaux voient des choses que nous, on voit pas. Tu sais, un oiseau peut avoir peur de quelque chose soudainement, puis on regarde, on dit, mais voyons, il crie pour rien. Non, non. Lui, hein, il a plus de compte dans les yeux. Il voit les ultraviolets. Qu'est-ce qui vient de passer en ultraviolet que nous, on n'a pas vu, mais qui était épeurant pour lui? Même chose pour les sons. Lui, il peut entendre quelque chose, il entend les ultrasons. Pas nous. Fait que s'il y a un ultrason, ben ça se peut que notre oiseau puis notre chien réagissent, mais nous autres, on fait comme « Oh mon Dieu, il y a des fantômes dans la maison. Mon oiseau et mon chien ont réagi. Hein? Puis je vois rien. » C'est dur de communiquer avec un animal. Non, c'est pas dur. On a assez de sens pour être capable de communiquer correctement, mais on n'a pas tous les sens que ça nous prendrait pour communiquer parfaitement avec un perroquet. Je pense que la base, ce serait déjà de s'informer et de connaître justement ce dont quoi ils sont capables, puis d'essayer le plus possible. Parce que si au moins tu comprends, ben tu peux essayer de te rapprocher ou tu peux essayer de trouver une astuce pour les comprendre puis communiquer avec eux. Oui. Puis moi, j'ai formé beaucoup de gens en comportement de perroquet. Je rêve du jour où il va y avoir des maternelles pour perroquets, comme pour les chiots. On va à la maternelle, puis on apprend comment ça fonctionne un chiot. Puis là, l'éducateur qui est là, il nous dit un peu qu'est-ce que ça mange, qu'est-ce qu'il a besoin comme exercice. Et maternelle pour perroquet. Tu sais, mais pas une maternelle pour le perroquet. Le perroquet, il va faire ce qu'on lui dit de faire. Oui. Parce que c'est nous qu'on l'éduque. Puis même un perroquet adulte, le nouvel acquéreur devrait aller dans une maternelle, juste pour aller apprendre les bases. T'sais, là, ça fait 1 heure qu'on parle. J'ai pas seulement effleuré la surface. J'en doute même pas. J'ai glissé sur la poussière, là. Il y a tellement de choses de base à connaître. Déjà, comment socialiser un perroquet? Un bébé perroquet qui connaît rien, comment on socialise ça? Un adulte qui arrive à la maison parce que c'est un oiseau de 2e, 3e, 4e chance, là. Il arrive pas vide à la maison. Il y a un bagage, là. Il y a 4 ans, 5 ans. Les perroquets font en moyenne 3 ans dans une maison avant que les gens se fatiguent. Ah, c'est horrible. Mais il n'y a pas de raison. C'est l'animal le plus facile à vivre au monde, c'est juste les gens ne le savent pas. Puis ils essayent de les éduquer comme des chiens. Puis en essayant d'éduquer une proie comme tu éduquerais un prédateur, hello, ça ne marche pas, là. Hein? Mais si les gens prenaient la peine de s'informer, là j'espère que mes étudiants vont écouter ce que je dis, là. Il faut une maternelle pour les propriétaires de C'est tellement une perroquets. bonne idée, en plus. Ouais. Ben Je suis sûre que ça marcherait. Ça existe pour les chiens. Puis quand j'ai eu mon chiot, j'ai été dans une maternelle parce que j'étais rendue avec des vieux chiens là, avant d'avoir mon chiot. Je me souvenais plus, là. Puis j'ai été dans une maternelle, puis je l'ai fait socialiser avec d'autres chiens, puis tout ça. Mais j'ai été rechercher des bases de, tu sais, à tel âge, ils font ça, à tel âge, ils font ça. On peut pas le faire aussi bien avec les perroquets parce qu'il y a trop d'espèces. Il y a 350 espèces, plus les sous-espèces. Fait que c'est dur de dire que, comme les chiens, là, c'est calculé, là, à 2 mois, 4 heures et 27 minutes, il va faire ça. T'sais? Mais pas avec les perroquets. T'sais, la maturité n'est pas la même. Une perruche ondulée, à l'intérieur d'1 an, elle est mature sexuellement, puis elle a déjà une famille. Mais un gris d'Afrique à 1 an, c'est à peine s'il a toutes ses plumes. Là. Fait que, mais c'est des perroquets quand même. Puis chaque espèce de perroquet a sa façon de communiquer. Les chiens, que ce soit un grand Danois au Québec avec un Chihuahua en Chine, vont parler le même langage. Hein, les wouf-wouf, ils vont vouloir dire la même chose, puis le langage corporel veut dire la même chose. Pas chez les perroquets. On n'éduque pas, on socialise pas un cacatoès de la même façon qu'on le fait avec un conure ou Amazon ou hara. Un hara, c'est important très jeune qu'ils apprennent à contrôler son bec. Vous avez vu le bec gros, d'un hara? ouais. Hein, ça coupe un doigt, ça. Fait, très jeune, il doit apprendre pas à ne pas servir de son bec. Il va en avoir besoin toute sa vie pour manger, pour grimper, pour jouer. Mais contrôle ton bec quand c'est des doigts d'humain.
Quand c'est la patte du chien ou du chat ou la queue du chat, et les queues de chat. Mon Dieu, les pauvres chats avec les perroquets. Là. mais ça s'apprend. Mais pas en le disputant. Ben non. C'est en lui montrant les avantages qu'il y aurait à ne pas mordre. Si je joue avec mon bébé perroquet, puis il commence à mordre trop fort, dès qu'il mord trop fort, j'arrête de jouer. Je regarde ailleurs, je joue plus. Là, il va faire comme « Hey, ah ouais, là, on avait du fun, on continue. » Il sait pas, là, tout de suite, là, c'est parce qu'il m'a mordu trop fort. Fait que là, je reviens avec lui au jeu, je recommence à jouer avec lui, puis là, il commence à s'exciter, puis il pèse de plus en plus fort. J'arrête le jeu. Il va faire comme « Hey, pourquoi elle arrête comme ça, là? » 3e coup que je vais arrêter, là, il va faire « Wow, minute, là. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Il y a quelque chose qui se passe. Et là, il va faire des tests. Des fois, ça peut être après 4, 5, 6 coups, là, ça dépend de l'oiseau. Mais on sait qu'il fait un test à partir du moment où il nous mord et qu'il nous regarde. Puis il pèse. Juste pour voir. Jusqu'à quelle pression Jusqu'à quelle pression je peux aller. Puis les perroquets, c'est drôle parce qu'ils regardent ici. Fait que là, on le voit, là, il mord, mais il nous regarde comme ça, là, tu sais. Puis là, il pèse. Puis là, quand c'est rendu trop fort, là, j'enlève ma main. Là, il fait comme, ah, ouais, OK. On joue, il mord pas. D'un coup, il arrête, puis il repèse. J'enlève mon doigt. En un avant-midi, on vient de régler le problème d'un morceau du perroquet. Wow. En jouant. Est-ce qu'ils jouent entre eux la plupart? Oui, avec leur bec, puis... Oui, ils vont jouer, mais ils vont surtout jouer avec des accessoires. OK. C'est comme mes perroquets, mes 3 gris, surtout, là, je fais juste lancer une balle dans la pièce. Et là, ils descendent à terre. Puis là, ça court après la balle, puis c'était celui qui prendrait la balle, puis quand c'est des balles avec des trous, ils peuvent les prendre puis se sauver avec. Mais quand c'est des balles pas de trous, ils n'ont pas de visu, eux autres. Hein? Ils cognent dessus, ça revole n'importe où. C'est très drôle parce qu'il y a des oiseaux qui sont, qu'on dit les oiseaux terrestres, les oiseaux qui se nourrissent au sol, qui descendent au sol. Il y a des espèces qui sont arboricoles seulement. Fait qu'eux, il faut que je leur trouve des jeux en hauteur parce qu'ils ne viendront jamais par terre. Mais dans mes terrestres, j'ai mes 3 gris d'Afrique et mon cacatoès. Et eux autres, ils se font des parties là, de balles, de bois, de construction ou de déconstruction. Là, je leur fais des châteaux de boîtes. Là. Puis là, ils démolissent ça. Là, puis ils trouvent... L'avantage pour eux, c'est de trouver des gâteries à l'intérieur. Ils ont un gros château, mais ici, dans ce petit coin-là, il y a une cacahuète. Oh, dans celui-là, il y a une pistache. Oh, cette porte-là, il n'y a rien. Ils jouent à ça. La pire chose pour les perroquets, c'est l'ennui. L'oisiveté, là, ils meurent. Même pour les nourrir. T'sais, il ne faut pas faire ce que tout le monde fait, prendre le bol de nourriture puis le mettre dans la cage comme ça. C'est un animal sauvage. Plus on va se rapprocher de ses comportements naturels, mieux il va être. Dans la nature, ils fouillent. Ils vont fourrager pour trouver leur nourriture. Hein? Quand j'avais suivi mon cours en comportement, justement, elle m'avait dit, tu sais, il n'y a aucun animal sur Terre qui ne travaille pas. Ben oui. Fait que pourquoi nos animaux dans la maison devraient avoir tout cuit dans le bec? C'est plate, Puis c'est prouvé, justement, il y a des études qui démontrent que les animaux préfèrent travailler pour la nourriture. Tout le temps, on appelle ça du contract freeloading. C'est encore plus poussé chez les animaux sauvages. Dans les zoos, ils ne font que ça maintenant. Que ce soit n'importe quelle espèce sauvage qui n'est pas domestiquée. Sinon, les oiseaux ne mangent pas ou ils dépérissent. Puis, oui, nos chiens sont domestiqués, mais ils adorent ça, fouiller pour trouver leur nourriture. Quand j'ai pas le temps là, de leur préparer des affaires, là, je peux prendre juste un tas de petits biscuits ou de morceaux de foie, puis je lance ça dans le cours, dans le gazon. Là, ils en ont pour des heures à chercher, mais les perroquets aussi. Les perroquets doivent, c'est pas un caprice, ils doivent travailler pour leur nourriture. C'est tellement facile à faire. Juste de garder des petites boîtes là, de contenants d'aspirine ou des affaires de même, là, la boîte en carton. Puis là, on met plein d'affaires là-dedans, puis on cache ça partout. Puis là, ben ils vont apprendre à fouiller, puis ils vont apprendre aussi que des fois, tu as la main très, très heureuse quand tu trouves quelque chose, et des fois, tu vas tomber sur une boîte vide.
Puis c'est drôle quand ils tombent sur une boîte vide. Parce que moi, je les surveille, j'ai une caméra. Quand ils tombent sur une boîte vide, là, ils deviennent comme choqués, là. Tu sais, c'est vraiment comme un enfant qui fait puis qui lance, là. Mais sauf qu'ils font ça avec le bec. Puis là, tout de suite, ils repartent, là. Puis quand ils trouvent quelque chose, ben là, ils sont contents. Et il faut suivre, à savoir si c'est un perroquet qui est arboricole, ses affaires, on les met dans les airs. Hein? Les boîtes, on les attache en hauteur. Parce que c'est là qu'il va aller. Mais les terrestres, on peut mettre ça en dessous du papier, des vieux journaux, les circulaires, là, qui nous bombardent. On chiffonne ça ou on déchire ça, puis on met la nourriture en dessous. Les oiseaux vont fouiller, ils vont adorer ça. Ils peuvent passer un avant-midi au complet à jouer avec ça. Mais c'est ce qu'ils font dans la nature. Puis, parlant de la nature, parce que, tu sais, des oiseaux, c'est quand même fait pour voler, on va se le dire. Fait que dans une maison, ils ont-tu la capacité? J'imagine que s'ils peuvent pas voler, ça doit créer quelque chose, des répercussions sur l'oiseau. Dès qu'on va à l'encontre des besoins naturels d'un animal, ça crée des problèmes. Ça, c'est sûr. Fait que c'est pour ça que quand on se prend des espèces dans une maison, il faut qu'on ait l'espace pour les laisser voler. Tu sais, un haras, je pense que c'est un haras, ça prend immense. Une grande maison. Une très, très grande maison où il y a des gens qui emmènent leurs oiseaux dans des écuries ou des trucs comme ça qui vont louer la fin de semaine, puis ils vont les faire voler. Ça, c'est bien. Mais ceux qui ont des plus petits oiseaux, c'est pas un problème. Moi, ce que j'ai fait, dans la maison, j'ai un grand corridor, puis ça tourne en rond, puis la maison est très bien conçue pour perroquets chez moi. Les perroquets peuvent voler pendant une demi-heure sans jamais se poser, là, tellement il y a de spots à aller. Dans la cour, moi, j'ai mis un filet sur tout mon jardin. Fait qu'ils peuvent aller dehors, ils peuvent jouer, ils peuvent voler, et je n'ai pas le risque qu'ils s'envolent à l'extérieur. Il y a des gens qui font du vol libre. Moi, je suis plus ou moins pour ça, le vol libre. Parce que, premièrement, c'est des oiseaux qui n'ont pas appris avec leurs parents comment se comporter dans la nature, comment contrôler son vol dans le vent. Là, j'ai juste à le voir avec les miens là, quand ils sont dans le cours. Et qu'il y a un coup de vent, là, on dirait qu'ils ne savent pas trop. Là aussi, ils sont en vol, là, ils sont comme déséquilibrés parce qu'ils n'ont jamais fait ça de leur vie. Hey, c'est ça, les prédateurs. Qu'est-ce qui est un prédateur? Les oiseaux qui sont imprégnés à l'humain, qu'est-ce qu'ils font quand ils sortent? Ils vont vers les humains. Ça peut être dangereux de perdre son oiseau, mais surtout les prédateurs. Le perroquet qui vit à la maison avec des chiens puis des chats, s'imagine pas que le chien ou le chat féral qu'il va trouver là, qui est dangereux, celui-là. C'est pas tous les humains qui sont bienveillants non plus. S'il va dans la cour d'un humain, l'humain peut faire comme, j'ai trouvé un perroquet, ça vaut cher ça, on le rentre dans la maison, on achète une cage puis il sort plus. Puis là, on a perdu le perroquet. Et il s'en perd des centaines, c'est-à-dire des milliers par année. Ici, c'est l'été surtout qui s'en perd. Puis en Europe, c'est à tous les jours parce qu'ils font voler l'hiver. Puis ils s'en perdent des tas de perroquets. Mais mettons des perroquets qui viennent de pays chauds. Il faut faire attention l'hiver, j'imagine, au courant d'air. Oui, mais ils peuvent s'adapter à une certaine fraîcheur. Ce qui est dangereux, c'est les changements de température directs. On passe de la maison où il fait 22 à 0. Ça, c'est trop drastique. Mais il y a des gens qui laissent les oiseaux, peut-être pas jusqu'à 0, en tout cas, je leur suggère pas jusqu'à 0, mais qui peuvent les laisser jusqu'à 10 dehors s'ils sont en volière extérieure et que la température change graduellement. Ouais. Mais c'est pas fait pour ça. Ouais. Où est-ce qu'on peut te trouver? Comment on peut trouver un intervenant si jamais ils ont besoin? Vous allez sur mon site Internet. C'est le www.perroquet, trait d'union, perroquet avec un S.com. Et sur ma page d'accueil, vous allez voir intervenants. Puis ça vous envoie sur une page où il y a plein d'intervenants qui peuvent vous aider. OK. Puis c'est tous des intervenants que tu as formés? La plupart. OK. Il y en a un ou deux que c'est pas moi qui ai formé. Mais ils sont quand même, ils sont capables et aptes de faire les interventions. Oui, tout à fait. Joanne approuvé. Ils sont Joanne approuvé.
J'ai fini, là. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est super intéressant. Ouais.